RCN. Le son de la différence. Complètement à l'Est sur RCN, l'invité de la semaine. On se retrouve maintenant pour la deuxième partie de cette émission avec notre invitée de la semaine, une artiste drag Eros, de son vrai prénom Cassia. Comment vas-tu ? Ça va très bien et toi ? Ça va bien, merci. Alors, je vais te laisser te présenter, nous raconter un peu ton parcours, donc étant plus jeune jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu as fait et qui es-tu ? Alors moi je m'appelle Cassia, j'ai 23 ans, je viens des Vosges, j'ai eu une enfance plutôt classique. En tout cas, pendant longtemps, je me suis considérée comme une femme hétéro cisgenre. Donc j'ai eu la chance pendant toute mon enfance, même le début d'adolescence, de pas trop subir tout ce qui est discrimination envers la communauté queer, etc. Parce qu'en fait, je me suis découvert assez tard. Et vers l'âge de 16-17 ans, j'ai commencé vraiment à me questionner sur les questions de genre et de sexualité pour en venir à ce que je suis maintenant. Du coup, je me considère comme une personne non-binaire, plutôt qui tend de plus en plus vers le masculin. Je suis artiste, j'aime beaucoup dans mon art que ça soit la photographie, la peinture ou le drag. Du coup, mettre en avant toutes ces questions de genre, de sexualité, de questionnement queer de manière générale. Et aussi beaucoup axé sur le trouble psy parce que j'ai un trouble borderline. Et c'est une part importante de ma personnalité et aussi de tout ce que je vais créer dans mon monde artistique. D'accord. Et par rapport à ton monde artistique, qu'est-ce que tu représentes dans ton art ? Qu'est-ce que tu fais ? Je fais j'utilise beaucoup de médiums différents. En photographie, ça va être beaucoup des autoportraits. J'aime utiliser ma propre image pour en fait se reconnecter à soi-même. Ça me semble plus parlant plutôt que de prendre en photo des modèles. Pour moi, c'est très thérapeutique ce que je vais faire en photographie. Ça aide beaucoup sur mes états d'âme, mes troubles psy, mes questionnements de genre. Maintenant que je fais du drag, ça peut être aussi mes make-up drag, etc. Donc c'est vraiment un moyen de me retrouver avec moi-même et de le partager avec les autres. Et en peinture, ça va être plus pareil, les questions de genre et des états d'âme, les états dépressifs, etc. Et en drag, ça va être l'art performatif comme on peut imaginer, beaucoup de lip-sync et un univers un petit peu sombre qui joue aussi avec les codes genrés. Ok, et d'où ça t'est venu cet art-là justement de pouvoir représenter ce genre de choses ? Alors, c'est vraiment lié à diverses choses. Je sais que depuis mon enfance, j'ai pas forcément grandi dans un milieu très artistique. C'est vraiment venu de moi-même. Mes frères, ma famille de manière générale n'ont pas du tout une fibre artistique. Quand on était plus jeune, jamais on m'a forcément amené au musée, etc. Et c'est par les réseaux sociaux, quand j'avais 16-17 ans, que j'ai commencé beaucoup à découvrir le milieu de la photo de base. Et que j'ai découvert aussi le milieu photographique féministe, puisque moi, c'était ce militantisme-là qui me touchait particulièrement quand j'avais 16-17 ans. Et c'est ce qui m'a poussée, en fait, à commencer la photo. J'ai commencé par des nus artistiques. Et étant assignée femme, c'était une manière de me réapproprier mon corps dans une société où on est sans cesse se sexualiser. Et c'était un peu se retrouver avec soi-même et de se redécouvrir et réutiliser notre corps à notre manière. Et petit à petit, j'ai toujours dessiné et j'ai voulu tenter la peinture, pareil par des nus souvent. Vraiment, tout a commencé par le nu de manière générale. Et on va dire que même mon drag est un petit côté quand même assez sensuel, assez axé sur la nudité, parce que c'est toujours un message que je cherche à porter. J'ai vraiment du mal avec l'idée que les corps, notamment perçus comme femmes, soient sans cesse sexualisés, censurés. Et pour moi, oser le montrer, de le mettre en image, c'est en fait un acte politique et militant en lui-même. D'accord. Et quand tu as commencé à 16-17 ans, tu te disais pas que le fait d'apporter justement du nu comme ça allait pas nuire ou te porter préjudice ? Tout à fait. C'était un long questionnement de savoir comment mettre ça en avant, puisque du coup, en fait, moi, j'ai commencé à publier ça et vraiment montrer ça quand j'avais 18 ans, j'ai attendu d'être majeure. Et pareil, dans une démarche quand on est mineur, même si au-delà de mon propre corps, je voulais prendre d'autres personnes nues en photo,
c'était un peu compliqué. L'âge permet pas forcément ces possibilités, et puis même de trouver des gens qui accepteraient de se mettre à nu, c'est assez compliqué. Donc j'ai un peu fait ça dans mon coin, j'ai trouvé un peu des inspirations, j'ai essayé de trouver ce que je voulais mettre en avant. Ouais. La peinture a permis du coup de pallier ce problème de censure, d'âge, etc. Donc je pouvais juste dessiner des corps nus comme je le voulais. Et c'est vraiment quand j'ai eu 18 ans que j'ai commencé plus à développer ça et de pouvoir l'assumer plus ou moins sur les réseaux, ou en tout cas plus partager mon travail, on va dire. Ok. Et justement, toi, par rapport à cette nudité, ou enfin, en tout cas, tout ce que tu touches par rapport à l'artistique, qu'est-ce que ça t'apporte et qu'est-ce que tu aimerais apporter aux autres avec ça? Alors, ça évolue un petit peu aux fonctions de mes débats du moment, etc. Mais on va dire, quand c'était pour le côté nudité, c'était vraiment le message de désexualisation des corps, de vraiment, pour les autres, de manière générale, d'enlever un peu ce regard sexualisant qu'on porte sur les corps. Donc, interne, de vraiment changer notre regard sur le corps. Et en tant qu'individu personnel aussi, de du coup oser aussi se réapproprier son corps comme on l'entend. Ça veut pas dire forcément le montrer, mais en tout cas avoir cette démarche de se dire que notre corps nous appartient et qu'il est autre chose plus que ce que la société nous le montre, et vraiment cette démarche de se réapproprier, que ce soit en le montrant, mais en tout cas avoir une démarche de s'aimer et de s'assumer, on va dire. Ok. Et donc avant cela, est-ce que tu avais forcément un problème avec ton corps, ou par rapport à ce que la société disait sur le corps féminin? Ouais, alors j'ai la chance d'être privilégiée sur pas mal de choses. Je suis une personne blanche, plutôt mince. Du coup, à ce niveau, j'étais plutôt privilégiée. En revanche, moi, ce qui m'a beaucoup impactée, c'est le fait d'être perçue comme femme et d'être tout le temps sexualisée, etc. Et du coup, toute mon adolescence, je me considérais comme une femme hétéro, donc je relationnais avec des hommes, etc. Et j'ai subi aussi du harcèlement dans mon lycée, notamment par rapport à des choses comme ça, ou des nudes qui avaient filtré, enfin voilà, qui avaient fuité. Et du coup, en fait, je me suis rendu compte que ma plus grande souffrance en tant qu'adolescente, ça avait été mon corps. En fait, ce que les autres projetaient de mon corps et ce qu'ils en faisaient, et le fait qu'ils jugeaient ma valeur par rapport à ça, et ce genre de choses. Et ça a été vraiment un long chemin déjà de sortir un peu quand on a vécu du harcèlement, etc. Ça met un certain temps. C'est pour ça que j'ai arrêté le lycée aussi. Moi, j'ai passé le bac en candidat libre puisque j'arrivais plus, en fait. J'ai fait phobie scolaire, etc. à cause de tout ça. Et donc, c'était un peu ma souffrance, on va dire, de l'adolescence. C'était vraiment le sexisme quotidien, le body shaming, etc. Donc, la photo, ça m'a vraiment permis de outrepasser ça. D'accord. Est-ce que tu dirais que par rapport à tout cet harcèlement que tu as pu subir, ça t'a un peu amené à te questionner jusqu'à savoir qu'aujourd'hui tu es non-binaire? Enfin, comment ça s'est passé? Alors oui, je pense que quelque part, la façon dont on m'a toujours assigné à mon adolescence, à mon genre et mon sexe, je pense que c'est ce qui a aidé à ce que j'arrive à me rendre compte que ça me convenait pas, puisque je pense que si on m'avait pas autant assigné à la manière dont j'étais perçue en termes de genre, peut-être que je me serais pas forcément rendu compte aussi fort que ça me dérangeait d'être perçue comme ça. Mais le fait d'avoir été confrontée à ça et d'être vraiment harcelée par rapport à ça, ça m'a fait vraiment confronter déjà à la manière dont j'étais perçue, la manière dont mon corps était perçu, et donc aussi la manière dont moi je me ressentais par rapport à ça. Est-ce que ça m'allait ou pas? Et je pense que oui, ça a été un des facteurs qui a fait me rendre compte assez rapidement. Enfin, ça a mis un peu de temps, le temps que je l'assume quand même, mais ça a fait un peu le petit tilt de je suis pas sûre que cette image me représente. Ok, et du coup, la question de non binaire, en fait, est-ce que tu peux un peu expliquer à nos auditeurs déjà? Ouais. Alors, être non binaire, ça veut simplement dire ne pas se sentir représenté dans les codes genrés. Donc, on se sent ni totalement homme, ni totalement femme. Ça peut être différentes choses, ça peut être soit un juste milieu où on se considère aucun des deux, ça peut être plus ou moins un spectre ou l'autre. Moi, personnellement, je me considère ni totalement comme homme, ni totalement comme femme, du coup. J'aime bien le côté non-genré, de jouer avec les codes. Et de plus en plus, néanmoins, je me suis rendu compte que je me sens mieux dans les codes masculins. Dans ma manière d'être, j'ai pas forcément de soucis avec mon corps, j'ai de la chance.
l'adolescence. Mais je me sens mieux quand on me genre au masculin, par exemple. J'aime bien porter la moustache. Je me sens vraiment slay quand je suis comme ça. D'accord. Et donc, ça, c'est venu... Il y a eu un moment particulier qui a été révélateur pour moi à ce niveau. C'est quand j'avais, je crois... 17 ans, je me suis rasé la tête complètement pour un coup d'impulsion comme ça. Et en fait, à partir de ce moment-là, c'est bête parce que c'est que des cheveux, mais on dit souvent que les cheveux représentent un peu les stéréotypes genrés aussi. Déjà, on m'a perçue plus comme un garçon. Et moi-même, je me suis rendu compte qu'à ce moment-là, je me sentais garçon. Et un truc bête, mais j'ai arrêté de porter des robes, etc. Parce que du coup, je trouvais que ça n'allait pas. Quand j'avais le crâne rasé, que je portais une robe, je trouvais que c'était dissonant, ça m'allait pas. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à un peu supprimer de ma vie tout ce qui était féminin. Et que j'ai commencé aussi à comprendre que c'était la dysphorie de genre. Donc c'est quand on se sent pas bien dans notre corps assigné à la naissance. Et moi, je me rappelle à ce moment-là, quand j'avais le crâne rasé, je passais de longs moments devant le miroir à me regarder et je sentais qu'il y avait quelque chose qui me dérangeait profondément avec la manière dont j'étais physiquement, mais j'arrivais pas forcément à comprendre ce que c'était. Et je l'ai compris plus tard. D'accord. Nous allons reprendre la suite de cette interview. Quel est le son que tu aimerais faire passer aujourd'hui ? J'aimerais faire passer Human de Sef Dalisa. D'accord, écoutons ça. Complètement à l'Est sur RCN. El Fenoul. Aujourd'hui, nous sommes avec Cassia. Comment vas-tu ? Ça va bien. Toujours toi? bien. Toujours. Ça va, merci. Alors, nous allons reprendre sur donc ce que tu disais. Depuis que tu t'es affirmée en tant que non-binaire, est-ce que tu as pu subir de la discrimination par rapport à ça ? Comment les gens ont pris cette nouvelle, tout simplement ? Alors déjà, je suis pas out auprès de toute ma famille. Out, ça veut dire que j'ai pas forcément annoncé le fait que j'étais non-binaire. Y a ma mère qui est au courant, qui a du mal. Par exemple, elle me reprend toujours quand je me genre au masculin, donc elle a pas compris. Pas vraiment. Elle a pas trop compris, mais en tout cas, elle est pas violente ou verbalement ou autre par rapport à ça. Je pense juste quelque chose qu'elle comprend pas, et comme elle m'a toujours vue comme sa petite fille, elle a du mal, même si ça fait un petit moment, je pense qu'il lui faut beaucoup de temps pour assimiler l'info, mais ça va, je le vis pas mal, donc à ce niveau-là, ça va. Par contre, je sais que j'ai un pôle de ma famille où j'en parle pas parce que je sais que ça peut causer beaucoup d'incompréhension, que moi je suis pas forcément capable et j'ai pas forcément l'envie de contrer, de prendre énormément de temps. Du coup, pour me protéger de cette étape, pour le moment, j'ai gardé ça un petit peu secret pour certaines personnes. Et ensuite, pour mon entourage autre, ça faisait un petit moment que, en fait, dans ma vie, je suis amenée à être entourée de personnes queer par rapport à ce que je fais, mon art, etc. Donc là-dessus, c'est assez facile, ça va. Et sur les réseaux, pareil, en général, il y a toujours un peu des messages haineux, mais de manière générale, comme les gens qui vont regarder mon travail sont déjà alertes sur ces questions, j'ai pas trop de soucis. Ça va plus être dans la rue, du coup, par rapport au fait que quand on me voit comme une personne, une femme, et que souvent je porte la moustache, comme là actuellement. Et c'est plus ça, vraiment les personnes random dans la rue, où je peux avoir un petit peu de violence, ce genre de choses. Mais pour le moment, ça m'a jamais restreint. J'ai pas peur quand je sors dans la rue. Vraiment, je suis une des rares personnes queer, je pense, à ne pas avoir peur quand je sors dans la rue. Donc j'en profite justement pour oser sortir avec ma moustache, etc. Puisque en fait, ça me fait pas peur. Pour le moment, j'ai eu des insultes, j'ai eu une agression, mais c'est pas des choses qui m'ont traumatisée. J'ai envie de dire, ça m'apporte tellement de colère que je crois que ça me donne juste encore plus envie de me montrer dans la rue. Oui, donc de plus t'affirmer, de plus montrer que tu t'assumes comment t'es, quoi. Tout à fait. Et qu'est-ce que, du coup, en tant que non-binaire, qu'est-ce que ça t'apporte, en fait, justement, d'avoir la moustache et de pouvoir t'exprimer comme tu le veux ? Moi, ça m'apporte beaucoup de choses. Je sais que moi, ma non-binarité, elle passe vraiment par l'expression de genre, comment je vais m'habiller, etc. Déjà, de base, j'ai toujours aimé la mode, le maquillage, etc.
Et je sais que le maquillage, même juste la moustache, ça me permet vraiment de jouer un peu avec mon expression de genre et de vraiment renvoyer une image qui me plaît beaucoup. Okay. Je sais que j'ai pas de soucis à m'aimer sans maquillage, etc. Mais quand je suis maquillée avec ma moustache, etc., c'est là où je pense j'ai ma plus grande estime de moi. Okay. Je me trouve le plus beau, quoi. D'accord. Et donc là, par rapport à ton artiste drag, du coup, Eros, oui. Est-ce que tu peux nous le présenter et nous en dire plus? Oui. Alors, Eros, c'est le dieu de l'amour. Et donc, il y a ce côté très mignon, mais il est aussi reconnu pour avoir un côté cruel, un petit peu sombre. Et c'est un peu une dualité qui me représente bien dans ma vie de tous les jours et dans mon art. Je suis quelqu'un assez bienveillant, j'aime l'humain et j'aime l'amour, etc. Mais en même temps, j'ai un côté un peu plus sombre, un peu plus meurtri, qui à la fois va aussi détester les humains. Ouais. Donc, en fait, j'aime vraiment bien mettre ces deux pôles en avant sur scène. Ok. Et donc, est-ce que quand tu fais du drag, tu t'exprimes dans tout ce que tu ressens par rapport à tes make-up, par rapport du coup à ce que tu dis à aimer les humains, à les détester, comment ça ressort? Alors déjà, ouais, le make-up et le look, pour moi, sont vraiment quelque chose de très très important. Je sais que pour divers drags, c'est pas forcément le sujet principal. Il y en a qui peuvent vraiment avoir ça en second plan. Moi, c'est vraiment le premier plan, déjà, l'esthétique. J'ai un grand attrait pour l'esthétique, je pense que c'est peut-être parce que je suis très axée sur le milieu de l'art de manière générale, donc la photographie, etc. J'avais déjà un travail de mes looks en photo depuis plusieurs années. Okay. Du coup, c'est super important pour moi que la manière dont je m'habille, dont je me make-up, arrive bien à me faire transparaître ce que je veux montrer. Donc, c'est vraiment pour moi le sujet principal. Si je monte sur scène et que j'ai pas un bon look, je vais pas me sentir bien pendant toute la performance. D'accord. Et donc par rapport à tes performances et tout, je vois que tu as beaucoup un style sombre, donc c'est ça en fait que tu cherches à faire ressortir. Ouais, c'est ça. Alors normalement j'ai un peu deux pôles, mais là ces derniers temps c'est vrai que c'est un peu plus le côté sombre qui est venu. Mais alors soit je vais être très dans des musiques un peu d'amour, très mignon, des trucs avec des vêtements assez fluides, de la danse assez douce, un petit côté attendrissant comme ça. Et de l'autre côté, ouais, j'aurais plus mon look drag créature, un peu sombre, avec souvent des messages énervés ou alors avec une éventuelle haine, que ça soit des messages revendicateurs, énervés, où je vais jouer avec des fluides qui vont ressembler à du sang, ce genre de choses. Ok. Et par rapport à l'art du drag, comment c'est arrivé dans ta vie déjà ? Alors, c'est arrivé, je pense, grâce à ma sœur Moonlight Del Saphir. Je connaissais le drag, évidemment, en tant que personne queer. C'est un art que je connaissais. Mais dont je m'étais jamais forcément rapprochée d'une manière ou d'une autre. Et quand j'ai rencontré Moonlight Del Saphir, qui était dans ma licence études culturelles, c'est la première personne que je voyais de mes yeux qui faisait du drag dans ma vie de tous les jours, que je croisais, qui faisait des make-up, etc. Et une fois, on s'est vus pour faire un petit shooting de look drag. Et donc, c'était ma première initiation, on va dire, au look drag où je portais la moustache, etc. Et je crois que c'est la première fois que je m'étais fait une moustache à ce moment-là. Et petit à petit, je me suis vraiment rendu compte par cette étape-là de maquillage que, en fait, la scène, ça me tenterait beaucoup. J'ai toujours un côté introverti, donc ça me semblait un peu impensable. Mais d'un côté, dans ce que j'aime, ça me semblait tellement naturel, puisque ça faisait déjà des années en photo que je travaillais un peu mon look, que je commençais à me questionner sur les questions de genre, où du coup j'aimais bien mettre ça en avant dans mes maquillages, etc. Une question un peu de créature non genrée. Et en fait, je me suis dit, j'aimerais tellement en fait pousser ça, de passer du 2D à l'irréel, quoi, de vraiment mettre en avant ça sur scène face à un public. D'accord. Et est-ce que t'as pas eu une sorte de pression parce que du coup le drag c'est assez connu pour les hommes, donc est-ce que toi quand t'as commencé à faire cet art t'avais une certaine pression ou on t'a mis une pression comme quand t'étais une femme Ouais, tout à fait. Bah, c'est vrai que quand on regarde de manière générale, c'est plutôt des hommes cis qui vont réussir et qui vont plutôt être des drag queens. Et moi, c'est plus la question de... Ouais, je me suis dit, bah, je vais le faire parce que j'en ai envie, mais je me suis dit, je pense que les gens, ils vont pas forcément aimer parce qu'ils vont avoir cette attente-là du drag mainstream, où on a un peu des idées préconçues sur ce qu'est le drag et que c'est... plus une drag queen fait par un homme cis, etc. Et donc
ça m'a posé question, mais à ce moment-là, je pensais pas du tout au fait de pouvoir vraiment avoir un rythme et plus ou moins commencer une carrière comme je le fais actuellement. Donc ça m'a posé question, mais sans plus que ça, parce que je m'attendais pas à l'ampleur que ça allait avoir. Et petit à petit, justement, je me suis dit que j'avais conscience de ça, mais que justement, j'avais très envie d'essayer de changer un peu les codes. Par exemple, à Nancy, il n'y avait pas de drague avant moi et ma house. Et donc, je me dis, c'était super d'apporter une image autre que des drag queens faits par des hommes. Et donc, amener directement ce côté queer, drag créature qu'ici, il n'y avait pas, quoi. D'accord. Et toi, qu'est-ce que ça t'apporte au quotidien, donc, de faire du drag ? Moi, ça m'apporte énormément. Ça m'apporte déjà beaucoup de confiance en moi, parce que c'est un exercice d'être sur scène. On est un peu vulnérable sur scène. Et donc déjà là-dessus, je pense que le drag m'a apporté une certaine aisance que je peux garder dans mon quotidien. Et en termes d'expulsion de mes sentiments, c'est beaucoup plus fort que la photo, je trouve, ou la peinture. Puisque en fait, il y a tout cet environnement stressant de monter sur scène avec quelque chose de direct. C'est pas comme une photo que je vais éditer et publier sur les réseaux ou mettre en expo. Il y a vraiment ce truc de réel qui fait que ça fait vraiment une pression et un sentiment incroyable. Et ce qui fait que du coup, c'est d'autant plus fort aussi quand on l'évacue. Et donc à ce niveau-là, moi, pour faire passer mes messages et vraiment faire sortir ce que je veux faire sortir en termes artistiques, c'est beaucoup plus puissant. Ok. Et là, quand tu disais oui, bon, après, ça n'a rien à voir en soit, que les personnes de ta famille ne savent pas que tu es non-binaire. Quand tu fais du drag comme ça, ils ne sont pas forcément posé de questions ou est-ce que, enfin, ils ont peut-être pas vu? Alors, ma mère, je crois, et mes frères. En fait, j'ai 2 frères. Il y en a un qui sait que je fais du drag et qui m'a sur les réseaux et il comprend pas trop, mais il dit pas grand-chose. L'autre, il veut pas trop voir parce qu'il a du mal à me voir un peu nue. Donc même mon travail photographique, il veut pas le voir. Et mon père, pareil, il ne sait pas parce que déjà, la nudité, il a vraiment du mal. Donc juste ce que je fais en photo, pareil, juste de base, un peu nudité, ça passe pas du tout. Donc me voir sur scène, je pense qu'il ferait une syncope, donc je vais éviter. D'accord. Et est-ce que tu veux faire passer un petit message justement aux personnes non-binaires ou peut-être qui ne sont pas encore affirmées ou qui ne savent pas, leur envoyer un petit message comme ça? Ouais, alors j'enverrai déjà un message de soutien et d'amour à toutes ces personnes et vraiment essayer. C'est vraiment un exercice de se retrouver en tant que non-binaire dans une société où tout est genré, justement. Et du coup, c'est vraiment compliqué au quotidien, mais j'enverrai vraiment un message de soutien et justement de ne pas rester seul et vraiment rencontrer des queers, d'autres personnes non-binaires avec qui vous pouvez vous sentir bien et de plus en plus oser expérimenter votre non-binarité, que ça soit en expression de genre, etc. Puisqu'on n'est pas tout seul et que c'est important de se retrouver pour se donner de la force et de l'amour entre nous. Ah bah merci beaucoup. En tout cas, j'espère que ce message sera bien passé à nos chers auditeurs. J'ai un dernier sujet aussi que j'aimerais qu'on puisse aborder. C'est par rapport donc à ce que tu as dit hors antenne, comme quoi tu avais une maladie psychique. Si tu veux nous en dire plus dessus. Oui, alors moi j'ai le trouble borderline. C'est un trouble de la personnalité qui affecte notamment l'instabilité émotionnelle. Donc j'ai vraiment des sauts... Ça dépend vraiment de chaque personne, mais moi en tout cas en particulier, les traits principaux, c'est que j'ai vraiment des sauts d'humeur immenses en termes de la journée. Je peux à la fois être super triste et à la fois super heureux en quelques heures. Donc maintenant ça va mieux parce que je suis aussi sous traitement. Mais c'est vraiment un trouble extrêmement difficile à gérer, où ça peut mettre des années, comme tous les troubles psy de manière générale, à vraiment se stabiliser. Donc j'ai vraiment la chance, moi, de plus ou moins pouvoir être stable et du coup de pouvoir plus ou moins vivre en société parce que c'était un stade où, comme je t'avais dit avant, j'ai arrêté le lycée, je voyais personne parce qu'en fait j'allais tellement mal que en fait je pouvais pas vivre, littéralement je ne pouvais pas vivre, j'avais des émotions trop fortes tout le temps, je pouvais pas avoir des relations stables pour quoi que ce soit. Et donc maintenant l'art justement ça me permet justement d'évacuer ça et j'en parle beaucoup puisqu'en fait j'aimerais passer le message aussi d'assumer ces troubles parce que en fait on passe souvent pour des fous, que ça soit tous les troubles de manière générale, toutes les maladies psy, on passe vraiment comme des fous et je sais que moi justement pendant longtemps j'ai pas voulu parler de mon trouble puisque en fait je me dis on va me prendre pour un fou quoi. Et ça arrive des fois même quand j'en parle
parle ou quand j'expose mes peintures qui sont beaucoup sur le trouble psy, on vient me voir pour rire en disant oh, c'est un peu des photos des peintures de fou ça. Enfin, et vraiment ils me disent vous êtes malade et tout. Et moi je suis en mode bah oui. Et au début les gens rigolent parce qu'ils pensent que c'est une blague. Et je suis en mode non mais c'est vraiment vrai. C'est moi. Les troubles psy ne sont pas une blague. Les gens, moi j'ai pas de souci. Je revendique aussi le terme fou. Moi j'ai pas de souci à me dire fou. Parce que justement, je trouve que c'est important de se réapproprier le mot et justement en faire quelque chose de que c'est pas une moquerie. Ouais. Et il y a des gens, des fois, on a l'impression qu'on est fou et c'est ok, genre. Bah oui, c'est vrai que par rapport aux maladies psy, je pense qu'il n'y a pas assez d'informations déjà, puisque même les personnes bipolaires ou autres, c'est pas assez connu. Et dès qu'il y a ce diagnostic-là, vous êtes fou, t'es comme ci, t'es comme ça, alors qu'au final, t'as pas choisi. Et puis toi aussi, tu peux ne pas être bien, tout simplement. Totalement. Et comment t'as vécu ça en fait avant d'être diagnostiqué? Comment ça s'est passé avant? Comment tu le vivais? Alors moi ça a commencé quand j'avais 16-17 ans. Je me suis rendu compte que j'avais des émotions très fortes et j'ai eu aussi j'avais des phases de dépression assez importantes, mais de manière générale c'était toujours les montagnes russes. Okay. Et en fait d'une manière assez poussée qui faisait que pour vivre quotidiennement, c'était impensable parce que j'étais sans cesse tiraillée soit entre des états très dépressifs, soit justement beaucoup trop élevés. Et en fait, pour avoir une vie stable, c'était pas du tout possible parce que donc j'allais pas bien, je pouvais littéralement rien faire, etc. Et à la fois, je pouvais être trop dans l'extrême dans l'extrême à d'autres moments. Et donc c'était long. Comme beaucoup de borderline, j'ai été juste diagnostiquée dépressif, ou des fois on se trompe, on nous dit aussi bipolaire. Et donc j'étais diagnostiquée dépressif et donc j'avais un antidépresseur, etc. Et ça aidait pour les états dépressifs, mais en fait je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce que j'avais toujours plein de soucis d'irrégulation d'humeur, etc. Et en fait, la démarche, comme en fait, moi, le milieu médical m'apportait pas de solution et que j'avais pas de traitement adapté, je me suis informée sur les différents types de dépression, comment la dépression pouvait marcher. Je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je ressentais. Et je me suis un peu informée sur différents troubles, etc. Et en m'informant, je me suis allée voir le médecin en disant écoutez, là ça fait peut-être 1 an, j'étais diagnostiquée dépressive. J'ai vraiment l'impression que ça me va pas, je suis pas plus heureux et au contraire, ça m'aide pas du tout. J'ai conscience qu'il y a d'autres troubles qui existent, où j'ai beaucoup, moi, de sautes d'humeur, etc., d'une envie d'autodestruction. J'étais en mode, est-ce que je peux avoir un suivi plus poussé là-dessus pour savoir si éventuellement il y a un de ces troubles qui peut me correspondre, puisque là, à l'heure actuelle, ça ne m'aide pas du tout le suivi que j'ai. Et donc, effectivement, j'ai eu un suivi avec d'autres médecins, et donc j'ai été diagnostiquée borderline. Et moi, ça m'a beaucoup aidée déjà pour avoir un traitement plus adapté et plus se comprendre aussi, parce que c'est extrêmement frustrant qu'on est dans une errance médicale où on ne sait pas ce qu'on a, où on a l'impression que du coup on ne pourra jamais aller mieux puisqu'on n'arrive pas de nous-mêmes à gérer nos états d'âme, etc. Et donc heureusement, grâce au diagnostic que j'ai eu, mais pour certaines personnes ça peut être encore plus long, j'ai pu apprendre à gérer ça assez vite. Et donc maintenant ça fait plusieurs années, et avec les années j'ai réussi plus ou moins à gérer mon trouble et moi-même gérer mon traitement comme je l'entendais pour que ça m'aille au mieux. D'accord. C'est bientôt la fin, mais j'ai quand même une question. Là, dans ce que tu décris dans le trouble borderline et aussi donc bipolaire, c'est à peu près pareil. Quelle est la différence du coup entre les deux ? La différence principale, ça va être que les troubles borderline, les sautes d'humeur, ça va être des phases assez courtes, quelques jours, peut-être une semaine, alors que les phases, quand on est bipolaire, ça va être des phases beaucoup plus longues, avec généralement des grosses phases dépressives et des grandes phases maniaques. Et donc c'est ça qui fait l'irrégularité, c'est un peu le rythme, on va dire, principalement, qui est différent. D'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce que tu as un dernier mot à dire à nos auditeurs ? Oui, soutenez le drag local. Vous pouvez nous suivre House of Saint Trinity pour voir mes shows de moi et mes sœurs. Et de manière générale, soutenez l'art queer, allez voir des expos, donnez à des assos, etc. C'est important. Et est-ce que tu peux donner ton compte Instagram ou des réseaux où on peut te retrouver ? Oui, mon Instagram perso, où j'ai ma photo et aussi mon drag, c'est little-féministe avec un E.
Parfait, merci beaucoup en tout cas. Merci à toi. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour Complètement à l'Est. RCN, www.rcn-radio.org